Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'univers fantastique de Préhistorique, le podcast sur la préhistoire de Préhistory Travel. Je suis TMDJC et comme d'habitude je suis accompagné par notre fantastique équipe avec Alexia. Alexia, bonjour. Bonjour TMDJC et bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va. Bon, je sens que le public est chaud, hein, mais du coup ça va encore mieux d'un seul coup. Tu balances déjà. D'accord, on balance les trucs déjà en fait. Mais tu n'es pas venue toute seule. Jamais. Parce qu'à ma gauche, il y a Mathilde. Bonjour. Comment vas-tu, Mathilde ? Ça va très bien, je vous cache pas, un petit peu stressée avec tous les gens là devant moi. Alors voilà, là vous avez commencé toutes les deux à expliquer les choses à nos auditeurs et auditrices. Nous sommes en public et nous sommes à Podren. Je suis très heureux d'être là. Alors déjà parce que j'adore Podren pour commencer, mais surtout parce que je suis très content de pouvoir venir présenter l'équipe de Préhistorique avec qui on bosse maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Fantastique équipe qui m'a fait découvrir plein de choses et comme d'habitude vous êtes venus avec un fantastique sujet et je suis très content de ce sujet. C'est avec quoi vous êtes venus? Est-ce qu'on peut voir le sujet? Là vous voyez par exemple sur le logo, vous voyez quoi? Donc on va parler de... non, on va parler de Néandertal aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude, vous nous avez bien eu. Pourquoi est-ce qu'on parle de Néandertal aujourd'hui ? Parce que je pense que c'est l'hominine le plus connu. J'imagine que toutes les personnes présentes ici dans la salle ont déjà entendu parler de Néandertal, pas vrai ? Voilà. Donc, on s'est dit, on va prendre le plus connu parce que c'est aussi souvent sur ce qu'on connaît le plus qu'il y a le plus de débunkage à faire et de fausses informations sur lesquelles on doit revenir. Voilà. Par exemple, pour commencer, on sait que Néandertal et Homo sapiens sont évidemment deux espèces différentes. Exactement, ce sont deux espèces différentes. Je sais que souvent, on nous demande, on nous dit, Néandertal, sapiens, est-ce que c'est la même espèce ? Est-ce que c'est deux espèces différentes ? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est longtemps posée, les paléanthropologues en tout cas. Pendant un long moment, vous avez dû entendre cette appellation Homo sapiens sapiens. Voilà, je vois les têtes, il faut oui, pourquoi ils nous parlent d'Homo sapiens aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que c'était une ancienne appellation quand on se disait Homo sapiens, c'est une espèce, et il y a deux sous-espèces, Homo sapiens sapiens, nous, et Homo sapiens néandertalensis. Les avancées de la génétique sont venues nous dire qu'on s'était légèrement gouré, et qu'en fait, ce sont bien deux espèces différentes. Donc maintenant, on a perdu le deuxième sapiens, on s'appelle juste Homo sapiens, et du coup, nous avons Homo néandertalensis. D'accord, je saute peut-être du coq à l'âne, mais il me semble de mémoire qu'on s'était métissé donc avec Néandertal, non ? Alors oui, effectivement, on a tous une part de génome néandertalien. Là, tous dans le public, on a entre 1,8 et 2,4% d'ADN néandertalien. Et si vous ne le saviez pas, surprise. Et effectivement, c'est métissé avec lui, mais très rapidement, la part de génome néandertalien était éliminée de notre organisme, probablement, parce que c'était pas si tip-top que ça, du point de vue de l'évolution, d'être un peu mixte Néandertal-sapiens. Mais c'est pas parce qu'on s'est métissé qu'il y a une relation d'ancestralité directe, puisque Néandertal n'est pas notre ancêtre direct, mais nous partageons seulement un ancêtre commun avec lui qui remonte il y a environ 700 000 ans. Donc il y a quand même eu 700 000 ans d'évolution séparée entre nos deux espèces. D'accord. Et alors, est-ce que Néandertal avait un comportement similaire à notre espèce ? Oui, alors Néandertal, sur certaines choses, avait effectivement des choses qui étaient similaires à notre espèce. Et sur d'autres, mais on va revenir plus après sur les autres questions, vous allez voir que Néandertal avait aussi quelques petites différences, que ce soit d'ailleurs morphologiques ou dans les comportements, notamment symboliques. D'accord. Alors moi, ça c'est un truc qui revient très souvent dans notre podcast. Ceux qui le découvrent aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ma marotte. Moi, je pense toujours à Il était une fois l'homme. Quand on parle dans Il était une fois l'homme de l'homme de Néandertal, on voit que voilà, c'était un consommateur de viande principalement. Est-ce que on avait, le même type de nourriture? Enfin, que ça mange quoi un Néandertalien? Alors Néandertal.
bien souvent, on entend dire qu'ils mangeaient beaucoup de viande. Eh ben, c'est plutôt vrai, mais pas totalement vrai. Il n'y avait pas qu'une alimentation carnée. Alors, on a plein de sites différents qui nous permettent de voir un petit peu l'alimentation de Néandertal. Je pense notamment à plusieurs sites, en fait. On va déjà partir sur la viande. Donc, je vais vous parler du premier site dont on parle souvent pour Néandertal. Enfin, il y a même 2 sites. C'est les sites de Goyer et de Spie, qui sont en Belgique. Ce sont des sites où on a fait des analyses dessus. Donc pour ceux qui veulent un peu la précision, c'est des analyses isotopiques qui ont été faites où on va regarder la part d'azote 15 et de carbone 13 qui vont nous permettre de savoir s'ils mangeaient ou pas beaucoup de viande. Et là, surprise, on s'est rendu compte que effectivement ils mangeaient énormément de viande, mais qu'en plus de ça, ils mangeaient techniquement plus entre guillemets de viande que les hyènes des cavernes ou les loups. Ils étaient au-dessus au niveau de ce qu'on appelle la chaîne trophique. Donc là, déjà, on se dit, ah ouais, un peu badass, hein, Néandertal, effectivement, il kiffait la viande. Mais pas que. Donc là, je vous parle de gros animaux, hein. Ils mangeaient des ongulés principalement. On a retrouvé du bovin, du rhinocéros, du cheval. Il y a d'autres sites, hein, le site de Viendaja en Croatie, où là, c'est pareil, hein, ce sont des grands animaux plutôt, du l'élan, du mégalocéros. Le mégalocéros, c'était un cerf massif, quoi. Et il chassait ça. Mais il aimait bien aussi les petits lapins, les petits lièvres, etc. Il y a un site dans les Alpes-Maritimes, à Pied-Lombard, où on a retrouvé des fossiles de 225 lapins de Garenne. Donc, ils kiffaient ça, quoi. Ils aimaient bien ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ne mangeaient pas que des gros ongulés et des petits mammifères. Ils aimaient bien aussi aller pêcher, exploiter ce qu'il y avait dans la mer, notamment les tortues. Donc ça, c'est encore un autre site, c'est en Espagne, c'est dans la grotte de Bolomor. Et ils mangeaient aussi tout ce qui était des phoques, on a des mollusques, des dauphins, du poisson. Enfin, d'accord. Voilà, ouais. Un régime très varié, Diversifié, oui. très diversifié. Mais on a aussi vu, grâce à ces analyses, qu'il y avait une part d'alimentation végétale qui était importante. Et ça, on le dit souvent moins sur Néandertal. Ils mangeaient aussi des tubercules, des choses comme ça, des plantes. Il y a même... alors moi, j'aime bien cette petite histoire. C'est le site de El Cidron, en Espagne, où on a retrouvé, en fait, en faisant des analyses dentaires, de la plaque dentaire sur un individu, on s'est rendu compte qu'il avait consommé des plantes, notamment de l'achillée millefeuille et de la camomille. Alors, l'achillée millefeuille, c'est un astringent qui permet un petit peu d'aider à la cicatrisation des tissus. Et la camomille, c'est un anti-inflammatoire. Et, coïncidence ou pas, cet individu avait bien des problèmes dentaires, au niveau dentaire. Donc on s'est même demandé si Néandertal ne savait pas déjà utiliser quelques plantes médicinales pour se guérir. C'est loin du coup de cette image un peu rustre du bourrin qui fait que manger de la viande, quoi. Oui, on sait, mais ça c'est difficile effectivement de valider ou pas. En fait, faut toujours faire attention quand on est en science à faire des corrélations qui sont un petit peu rapides. Derrière, on fait des modèles, des études statistiques pour voir si effectivement il y a une corrélation, mais avec un individu, le modèle statistique, il est un petit peu pauvre. Voilà. Donc on peut pas vraiment se prononcer. On vous laisse vous faire votre propre idée. Si vous avez envie de vous raconter la petite histoire en vous disant, OK, Néandertal, il avait compris le game avec les plantes médicinales, vous avez le droit de vous le raconter. Si vous vous dites, restons posés, peut-être que c'était juste une coïncidence, vous avez également le droit de vous le dire. D'accord. Donc voilà. On sait qu'on est un peu métissé avec eux, on sait ce qu'ils mangent, mais il ressemble à quoi, l'homme de Néandertal ? Alors, les Néandertaliens, de façon générale, ils se caractérisent quand même par un corps qui est massif et trapu, en tout cas beaucoup plus que le nôtre, et avec des os qui sont en moyenne quand même plus épais que chez notre espèce. En moyenne, les femmes mesurent 1m60, les hommes 1m70, donc ils ne sont pas non plus si grands que ça. Et ils ont surtout des insertions musculaires beaucoup plus développées. Ils sont très musclés, les Néandertaliens. Les chercheurs pensent d'ailleurs que ce serait une adaptation à la chasse, donc notamment au niveau des épaules. Ils ont une conformation des épaules qui leur permet une extension plus grande dans le mouvement, ce qui leur permettrait du coup de faire des jets avec des saguets, par exemple, d'y aller plus loin. Après, surtout au niveau du crâne, qu'on reconnaît les Néandertaliens, ils ont quand même une capacité cérébrale qui est plus importante que la nôtre. Ils sont à 1600 cm3. D'accord. Et nous, Homo sapiens, on est à 1350. Donc c'est pas ridicule, mais on n'est pas les premiers non plus. Et la forme du crâne, elle est quand même assez caractéristique chez Néandertal parce qu'elle est très allongée vers l'arrière.
C'est un peu un chignon occipital, voilà, vous avez cette forme limite un peu extraterrestre, vous voyez, très allongée. C'est très caractéristique. Et Néandertal n'a pas de menton. Et d'ailleurs, petit fun fact, le menton que nous avons tous ici dans cette salle, c'est spécifique d'Homo sapiens. Aucune autre espèce d'hominine n'a de menton. Et d'ailleurs, c'est une des seules caractéristiques propres à notre espèce qui permet de nous définir. Parce que non, nous n'avons pas de définition de notre espèce. Voilà, autre fun fact, si vous n'étiez pas au courant. Donc vérifiez tout de suite si vous êtes néandertal ou pas. Hein. Si vous sentez un petit menton ou pas, c'est bon, vous êtes bien des Homo sapiens. Sinon, posez-vous des questions. Et leur face aussi est beaucoup plus boursouflée que la nôtre. En fait, la zone au niveau des sinus est beaucoup plus développée. Du coup, on a l'impression qu'ils sont boursouflés, qu'ils sont gonflés. Et d'ailleurs, on pensait que du coup, ils avaient un meilleur odorat que nous. Peut-être encore une fois une adaptation à leur mode de vie, puisqu'ils étaient des chasseurs, comme on l'a vu juste avant. D'accord. On sait d'où il vient, l'homme de Néandertal ? Vaste question là. Ouais, voilà. Il commence à poser des questions. Là, tu commences à nous mettre en carafe. Hein. Non. En fait, des os, pas des os. Alors déjà, premièrement, c'est difficile réellement de définir quand est-ce qu'on a Homo neanderthalensis et quand est-ce qu'on est sur des espèces qui sont un petit peu plus archaïques. Ça va dépendre des caractères physiques que l'on va prendre en compte. Faut pas oublier que la notion d'espèce, les noms qu'on donne, les boîtes dans lesquelles on se met, la nature, elle en a rien à carrer de tout ça. Hein. C'est nous qui avons décidé de classer le vivant et de dire, ok, alors là, ça c'est Homo sapiens, ça c'est Néandertal, ça c'est Homo antecessor, ça c'est Homo naledi. Dans la réalité, l'évolution, il faut bien penser que c'est quelque chose qui est constant, en continu. Vous évoluez, j'évolue, encore heureux, sinon on disparaît. Et donc Néandertal, c'est pareil. Il n'y a pas eu un jour Néandertal qui a popé comme un Pokémon, c'est pas Dracofeu, et qui s'est dit c'est bon, moi je suis Néandertal. Si on prend Néandertal à partir du moment où il a à peu près toutes les caractéristiques physiques, on va dire à peu près autour de moins de 100 000 ans, là on est en Europe. D'accord ? Donc Néandertal est une espèce principalement européenne, pas que, hein, il y a des Néandertaliens au Proche-Orient, mais globalement, c'est une espèce qu'on ne retrouve pas, par exemple, en Afrique. Voilà, ça déjà, ça fait une grande différence avec notre espèce, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous, on le sait, grâce aux registres fossiles et grâce à la génétique qui sont d'accord et qui disent la même chose pour une fois, on est super contents, on est clairement originaire d'Afrique. Donc ça, Néandertal, voilà, on sait que son origine est probablement pas, en tout cas, africaine, pour les parties les plus, entre guillemets, évoluées, les plus avancées de Néandertal. Donc on sait qu'il y a eu métissage, donc a priori, à un moment donné, forcément, on s'est côtoyé. Est-ce que l'homme de Néandertal avait des comportements similaires à notre espèce ? Alors oui, au final, l'homme de Néandertal, non seulement il nous ressemblait quand même pas mal physiquement, mais du point de vue des comportements, on est encore une fois très loin de cette image de la brute épaisse en comparaison à la nôtre. Déjà, Néandertal avait des comportements funéraires. C'est d'ailleurs la plus ancienne espèce d'hominine actuellement qui est reconnue comme ayant eu des comportements funéraires, puisque la plus ancienne sépulture néandertalienne, elle est à Taboun, c'est au Proche-Orient en Israël, et elle est datée entre 150 000 et 120 000 ans avant notre ère. D'accord. Après, une plus connue peut-être, c'est Shanidar. Et Shanidar, on a une petite histoire qui est sympa. Shanidar, il paraît, en tout cas au moment de sa découverte, on pensait que l'individu néandertalien, qui était un mâle, avait été enterré sur un lit de fleurs parce qu'on avait retrouvé énormément de pollen de fleurs durant les analyses. Mais malheureusement, des analyses plus récentes sont venues casser un petit peu cette jolie histoire. Ouais. Voilà, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'est des plantes qui étaient présentes naturellement dans la région. Et par conséquent, en fait, elles sont juste retrouvées dans le sol par hasard. Du coup, tant pis pour la petite histoire. Je sais que Lexi, elle veut continuer à se la raconter. Mais moi, j'ai décidé que c'était des fleurs. Voilà, mais c'est très personnel. Elle est plus lyrique que moi. Mais et après, au niveau des comportements artistiques aussi, au final, Néandertal a eu des comportements artistiques. Alors, pas de l'art pariétal. Donc, l'art pariétal, c'est avec tout ce qui est représentation sur les parois des grottes. Mais il a réalisé des gravures. Par exemple, à Gibraltar, on a retrouvé des gravures. Alors, c'était des motifs géométriques qui sont datés d'environ 39 000 ans avant notre ère. Et en France, on a la grotte de la Roche-Cotard qui a été publiée l'année dernière. Et on sait que ce sont des gravures qui ont été réalisées par l'homme de Néandertal aussi. Pourquoi est-ce qu'on le sait ? Tout simplement parce que la grotte, en fait, l'entrée de la grotte s'est éboulée il y a environ 57 000 ans. Et il y a 57 000 ans en Europe, il n'y avait que Néandertal, puisque notre espèce est arrivée en Europe il y a environ 50 000 ans. Allez, d'accord. Généreuse.
Ouais. Donc bon, ok. Donc on sait qu'on a des points de similitude. D'ailleurs, j'en profite pour refaire un petit point avec vous sur le fait que la préhistoire, c'est aussi constamment réévaluer les informations qu'on a en fonction d'eux, et que c'est vrai que très souvent, l'un des défauts que peut avoir l'être humain, c'est de calquer sa propre culture du moment sur ce qui s'est passé à l'époque. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Alors, il y a quand même une question que je me pose et qu'on nous a probablement d'ailleurs déjà posée. Est-ce que l'homme de Néandertal savait parler ? Alors ça, c'est une question qui est assez complexe parce que ce qui nous permet de parler, ça ne se conserve pas, ça ne se fossilise pas. Donc, bon là, vous allez vous dire, voilà, fin de la question. Merci, question suivante. Non, en réalité, il y a des études qui sont faites à ce niveau-là, où on essaye un petit peu, grâce aux autres grands singes, de regarder un petit peu comment fonctionne le larynx, comment fonctionne la formation au niveau des sons. Et on essaye, alors c'est des modèles 3D qui sont refaits à partir de vrais larynx dans lesquels on va lancer de l'air pour voir un petit peu les sons, comment ça peut ressortir, etc. Maintenant, il y a des témoignages, on va dire, indirects qui peuvent nous laisser supposer qu'il avait la parole. On l'a dit, c'était un très bon chasseur. Et quand on chasse du gros, faut un minimum se coordonner. Mais attention, faut pas se dire obligatoirement il avait la parole, il avait obligatoirement un langage articulé comme nous. Il peut très bien se coordonner avec les gestes. Voilà, ça fonctionne très bien aussi. Oui. Donc c'est des raccourcis des fois qui sont faits un petit peu rapidement. Maintenant, l'autre question que j'aurais envie de poser, c'est pourquoi il ne l'aurait pas eu. Voilà. Donc on ne sait pas, mais c'est tout à fait plausible. C'est à l'étude. J'ai rien à vous dire comme conclusion aujourd'hui pour le moment. C'est encore étudié, mais peut-être l'année prochaine, si on revient à un Podren, on pourra vous dire hey, il y a eu une réponse, il y a eu une publication scientifique et on s'enjaille avec ça. Mais pour le moment, non. Mais voilà. on sait que certains singes ou certains oiseaux, par exemple, ont une langue pour prévenir du danger, ou on sait qu'il y a même, je ne sais plus sur quelle espèce de singe, il y a un nombre de sons incroyables. La nôtre. Déjà la nôtre, je parle. Alors là, ça, la nôtre, c'est une évidence. C'est une évidence puisqu'en plus, suivant l'endroit du globe où on est, en plus, c'est même pas la même langue, ce qui parfois complexifie un petit peu la globalité. Non, je pensais encore aux singes qui vivaient vraiment en forêt et parfois encore dans les arbres, où là, on se retrouve effectivement parfois avec un nombre de sons différents pour prévenir du danger ou de la nourriture et puis des variations. Donc il n'est pas impossible effectivement qu'on ait eu le droit, en tout cas que Néandertal ait eu le droit à ce traitement, même si effectivement aujourd'hui on ne le sait pas. Alors, il y a quand même une dernière question que j'ai envie de vous poser là-dessus. Est-ce qu'on sait comment elle est apparue, cette espèce ? Alors non, Néandertal, c'est une espèce qui est apparue en Europe, mais on ne connaît pas son ancêtre. En fait, dans la lignée des hominines, on connaît très très mal les relations d'ancestralité en fait entre les différentes espèces. Nous-mêmes, on ne sait pas qui est notre espèce ancêtre à nous, Homo sapiens. Donc Néandertal, on sait qu'il a commencé à apparaître les premiers caractères dès il y a moins 400 000 ans en Europe. Il a fallu du temps pour qu'il se fixe, et les vraies premières populations néandertaliennes apparaissent il y a moins de 200 000 ans. Qui est son ancêtre, on ne sait pas. Qui est son descendant, ça c'est assez facile à répondre parce qu'il n'en a pas. C'est une fin de lignée évolutive, c'est un sans laisser de descendants. Mais les relations d'ancestralité, malheureusement, pour l'instant, c'est encore en débat. Ouais, c'est toujours compliqué en fait les relations d'ancestralité, parce qu'il faut bien penser que c'est pas parce qu'il y a des ressemblances au niveau fossile que ça veut dire que l'un est l'ancêtre de l'autre. Je vais prendre un exemple plus par rapport à notre espèce. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Djebel-Irhoud, des premiers Homo sapiens ou clades Homo sapiens qui sont datés autour de moins 315 000 ans. Ils ont effectivement des caractères entre guillemets dérivés qui commencent à ressembler très fortement à nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'ils appartiennent au clade Homo sapiens. Ils n'ont pas encore le menton osseux, mais ça ne veut pas dire que eux étaient directement notre ancêtre. Ça peut très bien être une branche. Il faut imaginer vraiment l'évolution comme un arbre. Ça peut être une petite pousse qui est pas très loin de la nôtre, effectivement, mais qui n'a pas ensuite donné la nôtre. Le seul moyen réellement d'être sûr de qui est l'ancêtre de qui, et là je parle plus à un niveau, on va dire presque familial, ça va être la génétique, qui là nous permet effectivement de renseigner. Mais on n'a pas toujours de l'ADN, on en a même très rarement. C'est quelque chose qui se conserve malheureusement assez mal. D'accord. Donc là, en fait, la situation dans laquelle on est, c'est que on fait avec les moyens du bord pour analyser tout ça. Quid au niveau alors de Néandertal, on sait, vous venez de nous le dire, que voilà, c'est une lignée qui est terminée. Très souvent, on voit des gens qui s'inquiètent un petit peu sur les réseaux sociaux en disant que c'est comme si on était arrivé à la fin d'une certaine évolution, alors qu'on sait très bien que on est toujours en chemin, nous tous à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe effectivement si on n'évolue
pas. Est-ce que Homo sapiens est également voué à disparaître un jour ? Comme toute espèce, Homo sapiens est voué à disparaître. Je ne connais pas une espèce qui a vécu éternellement. Après, est-ce qu'on va disparaître sans laisser de descendants ou est-ce qu'on va donner naissance à une ou plusieurs autres espèces peut-être ? Je ne sais pas. C'est impossible de prévoir l'évolution. Après, j'ai envie de vous dire qu'au rythme où ça va, je pense qu'on n'aura pas le temps en fait, parce que l'on est bien parti. On se donne du mal. On se donne du mal. On se donne beaucoup de mal en ce moment. Effectivement, notre espèce continue à évoluer de toute façon. En tout cas, j'espère, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est bientôt fini pour nous. Mais toute espèce, effectivement, continue d'évoluer quoi qu'il arrive. Merci beaucoup à toutes les deux déjà pour toutes vos lumières là-dessus. J'ai le droit de vous demander des applaudissements pour mes... Elles sont fantastiques. Et maintenant, on va passer à la partie qui est plus fun pour nous, Ouais. et peut-être moins fun pour vous, le public. Et c'est le temps du quiz. Mais oui, ce Ouais, serait pas on le va moment faire un de profiter petit de ta quiz. Podren pour nous, faire on va jouer arrêter les de gens. travailler un peu, puis on va laisser travailler le On public. va laisser travailler les gens. Ouais. Vous êtes chaud, Vous Podren, êtes ou prêts? pas? Alors, Ouais. je vous explique comment ça va se passer. C'est simple. On va vous poser une question. Et ensuite, je vais dire qui pense que c'est oui. Et ceux qui pensent que c'est oui, vous applaudissez. Et ensuite, je vais dire qui pense que c'est non. Et vous l'avez compris, ceux qui pensent que c'est non, vous applaudissez. Ça va? Ok. Ils sont pas encore très très chauds là. Ils sont pas encore très chauds, on va les chauffer. Si, Vas-y, tu vas voir. let's go. Allez, c'est parti. Question 1. Pensez-vous que Néandertal a vécu exclusivement durant des périodes glaciaires? Ceux qui pensent que c'est oui, applaudissez. Waouh, le pauvre. Ceux qui pensent que c'est non, applaudissez. Ils sont bons. Alors, attendez, Vous s'il êtes vous plaît. très très bon. Alors non, effectivement, Néandertal n'a pas vécu que durant des périodes glaciaires. C'est une idée reçue qu'on voit passer très souvent sur les réseaux sociaux, mais qui est faux. Déjà, les Néandertaliens, ils ont vécu classique entre moins 200 000 ans et moins 40 000 ans. Ils ont croisé deux périodes glaciaires et une période interglaciaire quand même entre les deux, qui a duré plusieurs milliers d'années. Et donc, en fait, ils ont vécu au sein d'une grande diversité de climats et d'environnements. N'oublions pas, ils ont été en Europe, ils ont été au Proche-Orient, ils ont été aussi en Asie. Donc, ils ont quand même vu des environnements différents. D'ailleurs, sur l'alimentation tout à l'heure, on a remarqué que Néandertal avait tendance à vivre dans des environnements de steppe, et plus il était dans de la steppe, plus il mangeait principalement de la viande, mais on a retrouvé des Néandertals dans des environnements plus boisés, et du coup la part d'alimentation végétale était plus importante. Voilà. Et on rajoute des fun facts, comme ça c'est gratuit. Alors, du coup, question 2, on est question parti. Allez, question 2, on est parti. Avons-nous la peau blanche grâce à Néandertal? Ceux qui pensent que oui, applaudissez. Je sais pas si ils sont timides ou s'ils attendent de voir la réaction de tout le monde. Il n'y a personne qui réagit, du coup. Ceux qui pensent que non, applaudissez. Ils sont très très bons. Ils sont chauds. Ils hein. sont chauds Ah ouais. patates. Vous êtes renseigné avant sur le sujet, ça a fuité le sujet ou pas? C'est pour ça que vous êtes là. Alors effectivement, on n'a pas la peau blanche grâce à Néandertal. La peau blanche, c'est une adaptation qui est environnementale en fait. Quand notre espèce est apparue en Afrique, les individus étaient de couleur de peau noire, tout simplement parce qu'en fait, on a moins besoin de synthétiser de vitamine D, etc. parce qu'il y a un ensoleillement qui est fort. Et quand on arrive en Europe, la peau blanche a commencé à apparaître, mais de façon beaucoup plus tardive, puisqu'on est quand même déjà au Mésolithique, donc moins 10 000 ans. On commence du point de vue génétique à voir un petit peu le shift au niveau couleur de peau. Et c'est surtout à partir du Néolithique, donc moins 5 000 ans, où la peau blanche devient prédominante en Europe. Mais du coup, non, c'est pas du tout grâce à Néandertal. Et les Néandertaliens, d'ailleurs, certains avaient une couleur de peau foncée, notamment ceux qui vivaient au Proche-Orient, du coup. Il y a une logique. Il y a une logique, hein. Une logique. Il y a une logique. Dans ce qu'on raconte. Ouais, Mais même oui. nous, quand on raconte quelque chose, des fois on retombe sur nos pattes avec de la préhistoire. On passe à la question 3. Oui, je suis en retard dans mes slides. Oh mon Dieu. C'est bon. Avons-nous exterminé Néandertal? Ceux qui pensent que oui, applaudissez. Ah. Je sens, il y en a, Il y en a qui hésitent, il y en a qui c'est un hésitent. oui, non. Ceux qui pensent que non, applaudissez. Et du coup, ceux qui pensent que non, vous pensez que pourquoi Néandertal s'est éteint? Non mais toi tu triches. Le mec le écoute t-shirt tous de nos Prehistory podcasts, Travel. il a le t-shirt Prehistory Travel et il fait semblant qu'il a les réponses innées. Non, T'as vu alors, Maxence? Effectivement, on n'a pas exterminé Néandertal. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi l'homme de Néandertal a disparu, même si on pense quand même que les principales hypothèses sont d'origine génétique. En fait, il faut savoir que vers la fin, donc Néandertal disparaît vers moins 40 000 ans avant notre ère. Les populations néandertaliennes étaient très petites et très éloignées géographiquement. Ce qui fait que forcément, en fait, elles se croisaient pas beaucoup et du coup, il n'y avait pas beaucoup de brassage génétique entre les populations.
Et si vous n'avez pas de brassage génétique, il y a un truc en génétique qui s'appelle la consanguinité qui arrive assez rapidement. Et malheureusement, la consanguinité, ça pose des problèmes de fertilité, mais également des problèmes de maladie, etc. Regardez la dynastie des Bourbons en Espagne, ce que ça a donné. Vous aurez une idée de ce qui peut se passer. Ne faites pas ça chez vous. Ne reproduisez pas cette expérience à la maison. Et par exemple, on a un site en Espagne qui datait de 49 000 ans avant notre ère. On a retrouvé 13 individus. Et sur ces 13 individus, il y a 17 anomalies congénitales quand même. Donc le taux de consanguinité était assez important. Par conséquent, il n'y avait plus de diversité génétique et en fait, on suppose que Néandertal est une espèce qui s'est éteinte parce qu'il a perdu en diversité génétique. Et quand il y a eu ces changements environnementaux dont on a parlé, forcément, si votre espèce elle a plus beaucoup de diversité génétique, elle est moins à même de réussir à s'adapter à l'environnement qui change. Et quand notre espèce est arrivée il y a environ moins 50 000 ans, elle n'a pas exterminé de façon volontaire, mais probablement en fait qu'on a créé une pression de sélection supplémentaire sans le vouloir. On va pas se mentir, notre espèce Homo sapiens, on prend quand même beaucoup de place sur cette planète. Quand on arrive quelque part, ça a tendance à faire des dégâts, et c'est probablement ce qui s'est passé avec Néandertal. L'espèce était déjà fragilisée, et par conséquent, en fait, voilà, elle était au bord du précipice, on lui a donné un coup de pied pour l'aider, quoi. Probablement. Mais voilà, c'était pas, en tout cas, c'était pas volontaire. Ne pensez pas, on voit souvent passer, il y a une guerre, etc. entre nos deux espèces. Pas du tout, il n'y a pas eu de conflit. Voilà, non, d'ailleurs, le premier site où on a réellement des traces, où on voit qu'il y a eu des lances, etc., des armes de propulsion, des crânes qui ont été défoncés, ça devient violent, désolé, je vois vos têtes, c'est daté à moins 14 000 ans. Ça s'appelle le site 117 et du coup, moins 14 000 ans, il y avait déjà plus de Néandertal. On a préféré attendre qu'il n'y ait plus personne pour commencer à s'entretuer entre nous. Voilà. Alors, juste pour résumer, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de conflit entre Néandertal et Homo sapiens. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu des conflits à gauche, à droite comme ça, mais ce n'est évidemment pas du tout déterminant et on n'en a pas de traces. Voilà, donc pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire. Au moins pour discuter de l'emplacement de la clôture des jardins, à mon avis. Oui, c'est ça, oui. Non, on est à 550 mètres, on avait dit. C'est ça. Maman, en tout cas, je retiens que vous êtes bon dans le public. Hein. Ouais, vous êtes vraiment très bon. Bravo le public. Bravo. Non, toi, tu triches toujours. Et on va passer à la dernière partie, du coup. Mais oui. Nous allons passer au... Non, vas-y. Alors, la dernière partie, c'est si vous avez des questions par rapport à Néandertal, c'est votre moment. Alors, nous avons notre Maxence on a notre qui est juste assistant là, qui ment depuis tout à l'heure, qui fait genre qu'il est... C'est notre Maxence de compagnie, il est super cool. Voilà, on peut pas le nourrir avec du gluten, c'est tout, mais hormis ça, tout va bien. Vous pouvez même poser des questions en général sur la préhistoire, voilà, si vous voulez. Voilà, sur préhistorique, sur ce que vous voulez. Ou même sur nous, c'est vrai qu'on s'est pas présenté non plus. Donc... Oui, nous on a attaqué direct, genre le monde nous connaît, mais non, pas du tout. Je voudrais savoir comment ils étaient habillés, les Néandertaliens. Alors, ils s'habillaient à partir de la fourrure des animaux qu'ils chassaient. C'est vrai que... Oui. Uniquement la fourrure des animaux. Oui, ils portaient. En fait, ils chassaient les animaux pour les consommer, mais ils récoltaient aussi tout ce qui était fourrure, tendons, etc. pour s'habiller. Bah, tout comme notre espèce Homo sapiens, à ses débuts, quand elle était nomade, elle faisait ça aussi. Elle portait les fourrures des animaux qu'ils chassaient. Et on a même retrouvé sur un site une trace de corde. Donc, ils utilisaient certainement, probablement en tout cas, même de la corde aussi, peut-être pour nouer des liens ou des choses comme ça. Ouais. C'était fort, c'est Néandertalien. Merci. Alors c'est une question, alors c'est pas sûr que vous ayez la réponse, mais est-ce qu'il y a des éléments de fiction, genre des romans, des films, etc., qui sont assez réalistes quant à nos connaissances actuelles sur la préhistoire ? Ça, c'est une bonne question. Quand j'étais jeune, je me souviens avoir lu une série de romans qui commençait par le clan de l'ours des cavernes et tout. Les enfants, les enfants de la Terre. Voilà, et tout ça. Et je me dis, est-ce qu'il y a un livre qui serait quand même un petit peu réaliste, un petit peu crédible dans la fiction quand même ? Les enfants de la Terre sont très réalistes de ce point de vue-là quand même. L'autrice, c'est Jean Howell, qui est américaine. Elle avait repris ses études du coup en archéologie. Elle est venue en France, elle est venue en Europe pour fouiller pendant plusieurs mois et aussi pour faire le tour en fait des sites archéologiques et préhistoriques. Donc je suis en train de les lire actuellement, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même assez réaliste, je pense en tout cas de ce qu'on connaît des études. Après, bien sûr, il y a forcément des éléments de fiction, mais je pense que c'est la meilleure série littéraire en tout cas sur ce sujet et qui raconte quand même pas n'importe quoi. Après, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est très fun, qui est pas du tout réaliste parce que c'est futuriste. C'est et si, bon, on sait que ça peut pas arriver, une espèce qui a disparu va pas revenir, mais c'est Homo erectus. Ah oui, c'est ce que je t'ai offert. J'allais dire, c'est ce que Mathilde m'a offert pour mon anniversaire.
Et c'était c'était très important de préciser ça, que c'est pas du tout mon anniversaire. Mais c'est super intéressant en fait. Ça imagine si il y avait des Homo erectus, donc s'il y avait une autre espèce finalement que la nôtre, comment on réagirait face à elle. C'est un peu la question, est-ce qu'on la met dans un appartement ou dans un zoo. Voilà, très, très sympa comme livre. Attends. Juste on va pour passer qu'on le puisse micro entendre, parce que sinon ils nous entendent pas apparemment là-bas. Après, je crois qu'il y avait une question aussi sur la droite, enfin du côté à gauche. Il y a Pierre Pelot aussi qui a fait une série de romans, donc je crois il y en a 5, et c'est qu'avec des humains fossiles, sauf le dernier où ça doit être des sapiens, si je me rappelle bien. Donc le premier, il y a Australopithèque, il y a Erectus, et il me semble qu'il y en a un avec les Néandertaliens. Ok, je note, je connais pas du tout, mais j'irai voir. Merci. Il a écrit de la SF aussi. Voilà. Ok. Sinon, après, il y a un très bon film documentaire qui s'appelle Très bon documentaire. Voilà, avec la guitare couture. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, la question, c'est pour les néophytes, si on s'y connaît pas du tout en préhistoire, c'est quoi la parfaite porte d'entrée en documentaire, en livre, film en dehors de préhistorique ou Non, oui, évidemment, mais préhistorique, plus bien sûr. Mais en termes de fiction ou de roman ou de documentaire, c'est pour vous, c'est quoi la meilleure porte d'entrée si on a envie de s'intéresser à ça? Moi, je dirais la fiction. Enfin, après, c'est un point de vue personnel, mais je pense que la fiction, comme c'est romancé, etc., vraiment, voilà, je vous conseille Les Enfants de la Terre. Après, d'un point de vue vraiment documentaire, je peux vous recommander un livre qui a été écrit par les chercheurs du Musée de l'Homme. Ça s'appelle Histoire d'ancêtre. Histoire d'ancêtre. La 5e édition. Ça fonctionne par fiche. En fait, limite, une page, c'est une fiche sur quelque chose. Donc, du coup, à la fois, c'est détaillé, mais pas trop non plus. Voilà, ça va pas vous intoxiquer d'infos à en vomir. Après, je suis un peu obligée de faire ma page de pub, vous voyez. Donc, du coup, Prehistory Travel, on fait des podcasts, mais pas que. On a un site internet et on écrit des articles, justement, des sujets sur la préhistoire où on vulgarise. On a une chaîne YouTube aussi. On a des vidéos, notamment pour les plus jeunes, qui durent 4-5 minutes et ça reprend nos articles. Des podcasts, on est aussi sur les réseaux. Voilà, je ferme la page de pub télé. Donc c'est bien, sinon c'est moi qui l'aurais fait. Donc ça va très bien. Mais voilà, c'est les premiers ouvrages qui me viennent à l'esprit. Après, si ça vous intéresse, on peut en discuter après, il n'y a pas de souci. Du coup, en œuvre de fiction, j'ai le souvenir aussi qu'il y a la trilogie de bande dessinée Néandertal d'Emmanuel Roudier, dont le premier tome s'appelle Cristal de chasse. Et justement, en fait, il détaille l'utilisation de plusieurs types de roches différentes par Néandertal pour tailler ses outils. Il aura réussi à placer les cailloux. Hein. Ouais, on vous l'a pas dit encore, mais le monsieur avec le chapeau est paléo-artiste. Il travaille avec nous et il est aussi passionné d'outils lithiques, donc qui sont toutes les pierres taillées, etc., qu'on retrouve. Et il en taille lui-même. Et il en a même sur lui qu'il a retrouvé, qui date de 80 000 ans. Donc si vous voulez en voir, il pourra vous montrer ça. Ouais, très rapidement aussi pour donc ajouter aux sources possibles, il y a une série en 2020 qui a été produite en France qui s'appelle Moa, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est une dizaine d'épisodes sans dialogue, sans musique, qui se passe à la préhistoire et qui est censé dépeindre au plus proche l'histoire d'une tribu avec il y a toute une histoire en plus évidemment, mais il y a vraiment un parti pris d'avoir créé une espèce de truc guttural pour qu'il se passe quand même des choses, mais tout en n'ayant pas un langage, quoi. Voilà. Ça marche. Potentiellement intéressant. C'est bien, là, je peux augmenter ma pile à lire. Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu encore. C'est une série télé, c'est bien, je note. Ça me donne des rêves. J'avais vu les trucs de tournage, les photos de tournage. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Oui. Oui, bonjour. En fait, j'ai effectivement une question. Comme notre espèce, a priori, est la seule, je suppose, qui a autant adapté son environnement, est-ce que ça veut dire que justement on va avoir moins besoin de nous adapter, nous, à notre environnement, puisqu'on l'adapte constamment? Est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on peut répondre un peu à cette question ou pas du tout? J'ai envie de dire, est-ce qu'on adapte vraiment notre environnement? On a peut-être essayé de le faire. J'ai l'impression que ces dernières années, on se prend le revers de la médaille un petit peu. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tout se passe très bien. On aura toujours le besoin de s'adapter, surtout que là, en fait, du point de vue climatique, on ne va pas refaire l'histoire du climat, mais il y a quand même de plus en plus des événements climatiques qui sont violents, qui sont imprévisibles. Et ça, typiquement, ce genre de phénomène, c'est ce qui drive l'évolution. On le voit en espèces au niveau de l'évolution humaine. À chaque fois qu'on a eu des changements climatiques importants, on a vu plein d'espèces d'hominines apparaître parce qu'en fait, ça a créé plein de niches écologiques différentes. Donc, je dirais qu'au contraire, plus il va y avoir de changements climatiques brusques, plus on va avoir besoin en fait de s'adapter si on arrive à s'adapter à ces derniers. Donc, je dirais au contraire, ça va driver l'évolution. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Je pense qu'il faut s'approcher. On vous fait travailler, désolé.
Une petite question, est-ce qu'ils avaient un moyen de communiquer ou d'art, les Néandertaliens? Est-ce que, parce que là on parle d'art depuis tout à l'heure, de séries, est-ce qu'eux ils avaient leur propre peut-être fiction ou art ou représentation de leur monde? Oui, on a des traces d'art chez les Néandertaliens. On en parlait tout à l'heure. On en a parlé rapidement avec la Roche-Cotard et les tracés digitaux dans les parois. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a eu des éléments de parure qui ont été retrouvés. On a vu qu'ils utilisaient des coquillages, notamment. On a retrouvé aussi beaucoup d'utilisation de pigments. On a retrouvé plein de galets de pigments, notamment sur le site d'Arcy-sur-Cure. Donc on sait que c'était quelque chose qui était certainement très important pour eux, les pigments. Alors, soit pour peindre peut-être sur les peaux ou les choses comme ça, soit même à même le corps. Ça, malheureusement, la peau ne se conservant pas, sauf cas extrême de momification quand on a de la chance. Mais clairement, ils avaient une part, en tout cas... alors, art, c'est peut-être un mot un petit peu compliqué des fois à définir ce qu'est l'art, surtout quand on parle pour les périodes préhistoriques. Mais ce que nous, on va plutôt recouper sur comportement symbolique. Alors, on a une petite blague entre préhistoriens, bien souvent, quand on comprend pas un comportement, on dit ouais, ça c'est symbolique. C'est un peu la manière de dire voilà, ça effectivement c'est quelque chose qui semble avoir fait pas pour un but utilitaire. Voilà. Mais après, c'est juste impossible de savoir l'intention qu'ils avaient derrière quelque chose. En fait, comme on n'a pas de traces écrites à la préhistoire, on n'a pas non plus de podcast ou quoi qui date de cette période. Ah bon? Donc non, je dénie d'ailleurs ce que tu as dit hier, hier matin. Mais comme on n'a aucune trace écrite ou de témoignage, en fait, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait certaines choses. Et c'est vrai aussi pour notre espèce. Hein. Par exemple, les grottes de Lascaux, etc. On ne sait pas pourquoi elles ont été peintes, quelle était la pensée derrière, parce que malheureusement, ou je ne sais pas, peut-être heureusement, c'est peut-être la beauté de notre discipline. En préhistoire, le travail de l'archéologue, il commence le moment où le geste commence aussi de l'homme préhistorique. Et il s'arrête là où la pensée commence. Et malheureusement, on n'aura jamais accès à cette pensée. Problématique qu'on n'adhère pas qu'avec avec nos ancêtres, hein, mais qu'on a avec certains animaux où on passe notre temps en fait à essayer d'exprimer que s'ils se comportent comme ça, c'est à cause de telle ou telle chose, alors qu'on ne fait que supposer la plupart du temps. Alors moi, c'est une question qui n'a pas trop... Enfin, peut-être à voir, je ne sais pas, mais... Est-ce qu'on a, comme vous avez parlé de toute petite communauté, est-ce qu'on sait s'il y avait une espèce de semi-sédentarité ou est-ce qu'ils étaient vraiment 100% nomades ou est-ce qu'on a des endroits, s'ils connaissaient les plantes, est-ce qu'ils cultivaient des plantes médicinales? Enfin, c'est une question vaste, mais... Alors, Néandertal était 100% nomade. La sédentarité, ça arrive beaucoup plus tard avec notre espèce au néolithique. C'était il y a 5000 ans avant notre ère. Mais en fait, les Néandertaliens, ils n'avaient pas cette connaissance de l'agriculture, etc. Et ils bougeaient tout simplement pour suivre les troupeaux d'animaux qu'ils chassaient, puisqu'au gré des saisons, il y a les migrations encore aujourd'hui. Et du coup, en fait, ils suivaient les animaux. Oui, faut bien se dire que le processus de néolithisation, passer à la sédentarité, même pour notre espèce, ça a été long. Hein. Ça a commencé vers moins 10 000 à peu près au Proche-Orient. Mais ça s'est pas passé partout pareil déjà sur la planète. Et ça s'est fait un petit peu, on parle du package néolithique que certains ont ramené. On a deux courants notamment en France qui sont arrivés, un courant plus méditerranéen et un courant qui est plus au nord. Et on voit des différences. Mais voilà, c'est assez tardif et ça se fait sur assez long terme, je dirais entre moins 10 000 et jusqu'à moins 5 000, moins 6 000, où là ça commence à être bien installé quand même la sédentarité. Moi j'ai une question sur vous. Puisque Lexi a dit nous les archéologues, Mathilde a dit nous les préhistoriens. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce que vous avez fait avant et comment vous en êtes arrivé à faire ce podcast? Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà commencé par moi, parce que c'est de moi dont je parle le mieux. Donc oui, j'ai fait une licence en archéologie et histoire de l'art et une licence en anthropologie et ethnologie. Et par la suite, j'ai continué sur un master en préhistoire, quaternaire préhistoire bioarchéologie, qui est dispensé par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, dans lequel j'ai fait une spécialisation sur la paléoanthropologie. J'ai fait mon master 2 sur l'évolution du cerveau, sur les espèces fossiles. Bon, j'ai travaillé sur Homo sapiens de manière un peu détournée, mais voilà, moi j'ai vraiment fait une spécialisation sur la paléoanthropologie, l'évolution des hominines, et c'est là-bas où j'ai rencontré Mathilde, que je vais laisser se présenter dans un instant, et c'est avec elle qu'on a eu cette idée de créer Prehistory Travel.
Oui, alors moi initialement je suis ingénieure en génie biologique et chimique, donc je viens pas du tout du monde de l'archéologie. Et durant ma dernière année d'école d'ingénieur, je pense que j'étais un peu maso à l'époque, j'ai décidé de faire une licence d'histoire à distance parce que voilà, il y avait déjà pas assez de travail. Et une fois que tout ça a été fini, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je continuerai pas mes études encore? J'ai vraiment envie de mettre mes compétences d'ingénieur au service de l'archéologie. Et du coup j'ai postulé et j'ai heureusement été prise au même master qu'Alexia, du coup quaternaire préhistoire et bioarchéologie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et moi, je me suis plutôt spécialisée dans l'analyse physico-chimique de l'art pariétal. Et pour répondre, parce que je viens de penser que je n'ai même pas répondu, oui, du coup, on fouille. En ce moment, non. Mais effectivement, on a une formation d'archéologue. Et moi, plus spécifiquement, du coup, d'archéo-anthropologue. Donc, je n'ai pas fouillé que sur de la préhistoire. J'ai fouillé aussi sur notamment des périodes médiévales. Voilà. Moi, j'ai vu un micro, je suis rentré. Ouais, on l'a vu. TMDJC, on lui a dit tu veux bien lancer un podcast sur la préhistoire, il était assez fou pour dire oui, donc voilà, il s'est retrouvé là-dedans. Il s'est retrouvé embarqué là-dedans, ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire juste une petite parenthèse. Vous avez vu beaucoup de gens avec les t-shirts Préhistoire Travel, mais parce que en fait, pour pouvoir produire tout ce contenu, les articles, les vidéos, etc., il y a toute une équipe. Derrière, on a notamment Jeff qui fait toutes nos vidéos YouTube. On vous l'a dit, on a Terra Antica pour l'illustration. On a Lisa qui nous aide pour tout et n'importe quoi. Sullivan qui nous a fait notre site internet. Et Maxence. Et qui est la voix aussi du générique de Préhistoire Travel. Il en est très fier. Donc si vous pouvez lui dire un petit mot à la fin. Pour lui dire qu'il a une très belle voix sur le générique. Et qu'il est beau, il aime bien qu'on lui dise qu'il est beau. On a Maxime aussi qui nous aide pour tout et n'importe quoi quand on a besoin. Et on a Maxence qui fait vraiment partie de l'équipe au sens où il nous rejoint là pour travailler quasiment à 100% avec nous sur la partie plutôt commerciale. Et qui tient le micro en plus. Et qui tient le micro. Et il le fait bien en plus. Non, on ne parle pas quand il n'y a pas de micro. Oui, petite question par rapport justement aux fouilles et tout ça. J'espère que vous l'avez pas déjà dit avant, je suis arrivé un peu tard, mais est-ce qu'on estime qu'il y a encore beaucoup de zones à découvrir? Comment on cherche, comment on se dit peut-être là-bas il pourrait y avoir des choses et tout ça? Alors, c'est impossible pour nous d'estimer ce qui nous reste à découvrir. Après, en France, il y a deux types d'archéologie. Vous allez avoir l'archéologie préventive. Donc, c'est-à-dire, vous voulez construire un bâtiment, vous êtes obligé de faire des fouilles archéologiques dans un premier temps. Donc, ça, c'est une source de découverte. Et après, on a ce qu'on appelle l'archéologie programmée, qui là est plus du ressort de la recherche. Donc, ce sont les chercheurs qui montent des projets de fouilles et qui disent, on va les fouiller à cet endroit parce qu'on pense que c'est intéressant. Donc, on va voir si effectivement on trouve des choses. Maintenant, on connaît les sites fossilifères, notamment en Afrique. On sait qu'il y a des sites, il y a encore des choses à découvrir parce qu'on n'a pas fini d'explorer en fait la stratigraphie, c'est l'enchaînement des couches archéologiques. Donc, on y retourne. Et après, maintenant, on a des technologies comme le LIDAR, par exemple, qui permet en fait de faire des maps 3D de la surface. Et en fait, du coup, en fonction de la topographie, on arrive à voir, là, il y a peut-être eu un site d'occupation ou quoi, ce serait intéressant d'aller voir. Mais du coup, non, c'est pas vraiment du hasard. On va pas au hasard dire, allez hop, on va aller fouiller là, on va voir ce qu'on trouve. Mais du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, faut penser qu'il y a pour la préhistoire, il y a beaucoup de sites préhistoriques qui étaient connus bien avant dans l'histoire. Si vous allez, par exemple, visiter la grotte de Rouffignac, où on peut voir l'original, et en plus, non, je vais pas spoiler comment on visite cette grotte, je me tais. Mais si vous allez voir cette grotte, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont passés, qui ont mis des dates, etc., notamment au XVIIIe siècle et tout. Juste, ils ne voyaient même pas, en fait, à aucun moment, ils parlent de cette grotte, mais à aucun moment, ils parlent des peintures. Ils n'ont même pas eu conscience de les voir. Et ça, c'est un biais d'ailleurs en archéologie auquel on doit toujours penser, c'est-à-dire qu'on ne trouve que ce que l'on sait qu'on cherche. Et c'est un petit peu bizarre, mais on passe certainement, même nous aujourd'hui, à côté de choses en fouille où on pense que c'est pas important, on se rend même pas compte que c'est important, donc on essaye, quand il n'y a pas une construction derrière, quand on est plutôt en archéologie programmée, de laisser des bancs témoins pour les générations futures, parce qu'on a conscience qu'on fouille bien mieux qu'il y a 100 ans, mais probablement bien moins que dans 100 ans. Voilà. Et je rajouterais que en tout ce qui est en recherche, donc pas programmée, justement même préventive, on est aussi obligé de faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que des fois, il y a un laps de temps qui est déterminé, que quand il y a des constructions, il y a énormément de pression parce que tout ça est beaucoup d'argent pour que ça se fasse le plus vite possible. Donc il y a malheureusement aussi cet aspect-là qui contraint les gens qui fouillent. Encore une question aussi. Une dernière question, on se dirige doucement vers la fin de notre temps de parole. Je voulais savoir, n'importe qui peut aller fouiller? Par exemple, moi, si je veux aller fouiller, je peux aller fouiller aussi? Oui, les sites archéologiques recrutent beaucoup de bénévoles et si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur le site du ministère de la Culture,
Oui, c'est ça. J'allais dire ministère de l'archéologie, mais ça n'existe pas encore. Et tous les sites archéologiques où on peut fouiller sont référencés et vous avez les contacts justement pour envoyer des mails aux chefs de fouille et ils recrutent pas mal de bénévoles. En fait, ils n'ont pas le choix parce que comme l'a très bien dit TMDJC, on a des contraintes de temps qui sont très serrées. Même en archéologie programmée, on fouille 1 ou 2 mois par an maximum et du coup, on essaye d'avoir le maximum de monde pour sortir le plus d'objets et de données et après, on traite toutes ces données en laboratoire durant le reste de l'année. Donc venez fouiller avec nous. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du temps qui nous était gentiment confié par l'équipe de Podren. Alors déjà, avant toute chose, si jamais vous avez envie de continuer à faire évoluer l'aventure préhistorique et Préhistory Travel, n'hésitez pas à passer sur les plateformes, à nous mettre de jolies étoiles parce que ça aide au référencement. Et que s'il y a plein de gens comme ça qui gravitent autour de cet univers, c'est qu'on a plein d'idées, de choses qui vont évoluer. N'hésitez pas à nous suivre et puis peut-être à participer si vous avez envie. Et puisqu'on est, en plus j'ai en face de moi un joli t-shirt Podcut précisé qu'on est notre label, voilà, qui est notre label. La chance de rejoindre très récemment. Donc ici, merci aussi au label de nous avoir accepté. De nous avoir fait confiance. Et pour terminer, je voudrais déjà remercier le public qui a été génial. Ouais. Vous avez été super. Et donc, bon, vraiment très bon. Et je voudrais également remercier l'équipe de Podren parce que évidemment nous on a la chance d'être ici sur scène, mais on n'en parle pas assez. Il y a toute une équipe derrière, donc vous avez les gens au fond qui font toute la technique, qui font le son, qui font l'image, ce qui permet aux gens qui ne sont pas sur place de pouvoir aussi voir. Et puis si jamais vous avez envie vous de pouvoir voir d'autres podcasts qui ont été enregistrés, si vous les avez loupés, ce sera possible également. Je voudrais qu'on remercie également l'équipe de la team cuisine qui nous a nourris, qui s'est occupé de nous, ils ont été superbes. C'est tous les ans à Podren et je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est tous les ans mieux. Et vraiment, je voudrais qu'on insiste dessus et qu'on leur fasse encore un tonnerre d'applaudissements. Merci Podren. Et moi, j'en profite juste pour dire un merci à TMDJC parce qu'on lui a jamais dit merci. C'est un peu notre esclave, mais là, comme vous êtes là, on ne peut pas le faire. Donc, merci pour tout. Merci de nous avoir permis d'être là, de nous faire découvrir cet univers du podcast et de nous avoir fait confiance pour Préhistorique. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et on va lancer le générique de fin.